encore une fois, bienvenue à tous. Merci de nous accorder ce temps pour parler du sujet de l'évaluation de l'intégrité des tiers. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec Nathalie Vandael, que je vais laisser se présenter. Donc moi, comme c'est indiqué, je suis responsable du service liens financiers au sein d'Elisphère. C'est-à-dire que je manage une équipe qui ne fait que rechercher parmi les entreprises qui appartient à qui et ainsi tisser un maillage de liens capitalistiques. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la présentation. Et donc, Michel Afonso, donc moi je suis chef de marché et je construis pour Elisphère les solutions qui visent à répondre aux différents enjeux qu'on a pu identifier chez nos clients et nos prospects. En termes d'organisation, donc comme le disait François, l'idée sera, vous pouvez à tout moment poser vos questions sur le chat. On prendra du temps à la fin pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les consigner. Comme ça, elles nous permettront, au moment où on ouvrira les questions, de refaire le fil et d'y répondre. Donc n'hésitez pas à toujours alimenter ce chat en questions et on ne manquera pas de répondre aux interrogations et à éclaircir les points qui le nécessiteraient. En termes de points, en termes de planning, on va très rapidement voir qui est Elisphère et faire un retour sur le contexte réglementaire et les enjeux, notamment les enjeux Sapin 2 et de l'anticorruption. Enfin, on va aller sur le use case de l'identification de l'intégrité, de l'évaluation de l'intégrité des tiers et les deux processus qu'il suppose, l'évaluation de l'intégrité, mais également le prérequis qui est l'identification des personnes qui vont être la matière de cette évaluation d'intégrité. Et enfin, on fera une démonstration assez rapide de notre outil qui est l'une des possibilités et qui a justement cette capacité à vous accompagner sur toutes les dimensions que l'on va vous présenter. Donc, Elisphère, en quelques mots, donc Elisphère, c'est une entreprise basée aujourd'hui à Nanterre qui compte 300 collaborateurs qui travaillent en fait notre métier, notre première expertise est d'éditer et de construire une base de données sur les entreprises françaises et internationales. Donc, une base de données qui comprend des données de différents types sur toutes les entreprises. Et l'objectif de nos produits, de nos solutions, c'est de mobiliser cette base de données et l'expertise de nos équipes pour répondre aux enjeux majeurs de nos clients qui sont soit dans des directions marketing et qui ont des problématiques liées à l'onboarding, à la transformation de prospects en clients, à la gestion des risques, notamment le risque financier et toutes les problématiques liées au risque de solvabilité, donc la gestion du risque, se faire payer quand on a généré du business B2B, et depuis quelque temps également des enjeux liés à la conformité et notamment les enjeux d'identification de KYC que l'on peut retrouver dans des réglementations comme la lutte anti-blanchiment ou contre le financement du terrorisme ou la lutte anticorruption de la loi Sapin 2, qui sera le focus que l'on va faire aujourd'hui. Donc avant de commencer, et justement puisque nous sommes présentés et que nous voulons également mieux vous connaître, un petit sondage va apparaître à votre écran et il va juste vous questionner sur aujourd'hui les présents. Quelle réglementation vous êtes assujettis? Ça pourra nous aider peut-être à adapter le discours et quelques points que l'on va voir par la suite. Et ça, c'est toujours intéressant de voir le profil des clients. Donc, normalement, il y a un écran qui apparaît, un sondage où vous pouvez répondre. On va vous laisser quelques secondes. Effectivement, dans le chat, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer qui va vous rediriger vers la question. Donc, on vous laisse quelques secondes pour y répondre et on revient ensuite avec les résultats. Ça va vous permettre de rapidement se présenter et qu'on sache le profil des entreprises et de l'auditoire aujourd'hui. Est-ce que tout le monde voit bien le sondage? Je n'ai pas de retour sur le chat. J'ai 7 réponses pour l'instant. On va peut-être attendre que ça se réactualise. Donc majoritairement pour l'instant, c'est des assujettis. On a 19 réponses pour la loi Sapin 2, 3 réponses pour le devoir de vigilance et une autre réponse sur une autre réglementation liée à l'anticorruption. Très bien. Bon, c'est très intéressant. Merci pour
pour ces réponses. Et donc, on va maintenant travailler et revenir sur le contexte réglementaire autour de la problématique de l'anticorruption, sachant que 2021 est une année très importante où la thématique anticorruption a occupé beaucoup d'espace et au regard de 3 grands événements. Le premier événement, c'est la 4e phase d'évaluation de la France par l'OCDE sur ses pratiques en matière de lutte contre la corruption. Il faut savoir que cette phase d'évaluation s'est faite en 2 temps. Une première phase via des questionnaires, via des questionnaires, et une deuxième phase où des enquêteurs sont venus, c'était au mois de mai, voir les pratiques, où on rencontrait des intervenants pour au final, derrière, construire une évaluation retour d'évaluation que nous attendons d'ici la fin de l'année. Et l'OCDE, voilà, statuera ou nous dira comment elle classifie la France en matière de lutte anticorruption. Il faut savoir que la précédente évaluation avait eu lieu en 2012. Donc forcément, au menu de cette évaluation, la loi Sapin 2 et son impact va être très important puisque c'est l'une des modifications majeures dans le contexte de lutte anticorruption qui peut exister entre 2012 et aujourd'hui. Donc, la loi Sapin 2 sera forcément au menu de ce retour d'évaluation de l'OCDE. Autre, on va dire, cycle législatif qui arrive à la fin. Nous sommes sur la fin du plan pluriannuel de lutte anticorruption lancé par le gouvernement en 2019. Donc forcément, ce plan pluriannuel qui aura une suite, qui va se décliner sous la forme d'un nouveau plan anticorruption pluriannuel. Bah forcément, quand on arrive à la fin, c'est l'occasion de faire des bilans et on verra par la suite justement les bilans et surtout de lancer de nouvelles initiatives potentiellement réglementaires pour limiter ou en tout cas répondre aux enjeux et aux problématiques qui ont été identifiées. Donc ça, c'est un autre anniversaire. Et en termes d'anniversaire également, c'est à ce titre les 5 ans de la loi Sapin 2 qui a été publiée en 2016, fin 2016. Et donc on fête les 5 ans. Et dans le processus législatif, il y a une obligation d'évaluer une loi. Et donc, il faut savoir que le rapport Gauvin et Merlex qui a été publié l'année dernière avait justement comme objectif d'évaluer l'impact et l'efficacité de la loi Sapin 2. Vous pouvez le consulter, c'est l'image qui est à droite. Et dans ses objectifs également de faire des bilans, l'AFA a lancé, peut-être que vous avez été consulté en fin d'année dernière, une consultation auprès de beaucoup d'entreprises françaises, assujetties ou non, pour savoir à où elles en étaient sur leur dispositif national leur dispositif anticorruption. Et donc, ça a été les résultats et les informations les plus importantes ont été consignées dans ce diagnostic dont je vous laisse consulter le détail si ce n'est pas déjà fait. Mais du coup, le point important, c'est qu'il y a beaucoup de bilans et dans les mois à venir, on devrait avoir potentiellement des évolutions. Il y a déjà une loi Sapin 3 qui est dans les tuyaux, dont le projet de loi devra aboutir d'ici la fin de projet de loi devrait être présenté d'ici la fin de l'année, mais il y a peut-être d'autres éléments qui pourraient bouger d'ici dans les prochaines semaines, prochains mois. Et il y a déjà quelque chose qui a bougé, puisque en début d'année, les recommandations de l'AFA ont évolué. Ça aussi, c'est un document qu'on va utiliser beaucoup un peu plus tard. Et on va y revenir. Mais avant de venir sur ce document, petit focus sur le diagnostic qui a été fait par l'AFA sur les dispositifs anticorruption. Il faut savoir que selon leurs chiffres, 70% des entreprises interrogées avaient déployé un dispositif anticorruption, ce qui est un bon chiffre, même si cela regorge des disparités, puisque mettre en place un dispositif ne veut pas forcément dire un dispositif totalement mis en place et à la maturité telle qu'attendue. Et le schéma de droite qui est issu justement du fameux document de synthèse présenté dans la slide précédente montre bien que l'un des piliers qui pose aujourd'hui encore problème et qui génère de nombreuses interrogations, c'est l'évaluation des tirs. C'est une constante depuis 5 ans. On voit que c'est l'un des dispositifs les plus difficiles à appréhender et qui génère le plus de questions. Et c'est justement le dispositif qui va faire l'objet de la présentation dans la suite. Autre point qui montre ces interrogations générées par l'évaluation des tiers, dans le rapport annuel de l'AFA 2020, on voit que 20% des questions qu'ils reçoivent portent sur l'évaluation des tiers.
Donc, c'est vraiment aujourd'hui un point important du dispositif anticorruption, et c'est un point qui génère beaucoup d'interrogations. Donc, l'idée de la slide, c'est de partir des recommandations, l'idée, pardon, de la suite, c'est de prendre le use case et de partir de ces fameuses recommandations V2 qui ont été publiées en début d'année et de voir comment répondre à le use case que nous avons sélectionné, qui est le use case pour lequel la quasi-totalité des clients viennent nous voir. Donc, en fait, on a vraiment pris le use case qui fait qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes venu nous voir et nous interroger, et on le déroule en partant du texte et sur quelles alternatives existent aujourd'hui pour que vous puissiez y répondre de manière convenable. Donc voilà, les recommandations de la fin, on l'a dit. Point important sur ces recommandations, elles ont été réalisées en co-construction. En co-construction dans quel sens? Puisqu'elles ont été le fruit de l'expérience reprise par l'AFA au cours des différents contrôles qu'elle a pu mener en 2017, mais également matérialisées via une consultation où elle a interrogé toutes les entreprises, toute la place de marché, pour justement que ces contributions permettent de mettre en lumière les difficultés et les points qu'il fallait corriger ou faire évoluer dans les recommandations. Et donc, en termes d'évolution, il faut savoir que c'est plus une évolution qu'une révolution. Le point peut-être le plus marquant, c'est la consécration, enfin, et c'était une attente importante, le fait de sanctuariser, de catégoriser l'engagement des équipes dirigeantes comme un pilier. Ça, c'était une difficulté qui avait été très vite remontée. Et on voit que dans la nouvelle manière de présenter l'offre ou la manière de mettre en place un dispositif, l'engagement des dirigeants occupe un rôle central puisque c'est le début, la base, à partir de laquelle l'entreprise doit construire son dispositif anticorruption. Sur le reste, il y a eu un gros travail de pédagogie, de présentation. Et sur le fond, certains points ont été précisés. Mais en revanche, par exemple, le use case que nous allons utiliser n'a pas forcément fait l'objet de modifications ou d'apport d'éléments supplémentaires sur comment y répondre. Donc, on reste sur les mêmes mots, les mêmes expressions pour décrire le besoin du use case que l'on va prendre par la suite. Je vous rappelle, avant de passer sur ce use case et de l'expliciter, le chat est à votre disposition, donc n'hésitez pas à mentionner les questions et nous y répondrons à la fin. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'évaluation des tiers, on parle d'évaluation de l'intégrité, et il faut savoir que c'est un processus qui a 3 dimensions. La première dimension, c'est celle qui est mentionnée quand nous parlons dans la présentation de points. C'est le vocable pour faire référence à le point 208 des recommandations de la fin. Donc, le point 208, justement, c'est un point important, c'est que l'évaluation d'intégrité des tiers commence dès la cartographie des risques, puisque la cartographie des risques doit aboutir à la catégorisation en groupe de risques de vos tiers. Et donc, c'est un point important, c'est l'impact de la cartographie des risques sur l'évaluation des tiers, puisque elle est également en préambule et un prérequis très important. Et ensuite, quand on parle d'évaluation des tiers, il va toujours falloir travailler à la fois sur la dimension plutôt le risque lié à la transaction, sur les modalités de celle-ci, donc quels moyens de paiement sont utilisés. Potentiellement, pour une relation, vous allez utiliser un paiement en liquide qui va forcément générer un impact plus important et générer un facteur de risque supplémentaire en matière de corruption, et donc nécessiter chez vous des validations supplémentaires, voire des plans de maîtrise de risque supplémentaires. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont chez vous. Ce risque de transaction, c'est beaucoup de la mobilisation du traitement d'informations que vous avez chez vous dans vos systèmes. Le deuxième point, c'est le risque intrinsèque à votre tiers. Le fait de travailler avec le tiers A ou le tiers B va générer un accroissement ou une diminution du risque, puisque cette personne morale, cet individu, va présenter un risque par des caractéristiques qui lui sont propres. Et c'est justement Elisphère, en tant que fournisseur éditeur de bases de données sur des entreprises, peut vous aider à aller chercher ces éléments structurants sur les risques liés au tiers. C'est bien là de là que partent notre proposition de valeur. Et justement, quand on ne voit plus la présentation. On ne voit plus la présentation, pardon. Quand on avance et quand on regarde les points qui aujourd'hui génèrent la consultation par nos clients, nos prospects qui viennent voir Elisphère, c'est notamment le point
221, quand on dit l'entreprise recherche les tiers, les bénéficiaires affectifs et les actionnaires pour évaluer si elles ont fait l'objet de prestations défavorables. C'est un point aujourd'hui qui vous interroge et qui génère chez vous le premier réflexe de vous faire accompagner et de venir voir des spécialistes en la matière. Et donc, bien entendu, la proposition de valeur couvre l'entièreté de ce point via des partenaires, puisque en fait, il y a bien deux processus dans ce point. Il y a le processus, la finalité, qui est de savoir s'il y a eu des informations défavorables. Et là, Elisfer n'est pas un producteur de données. N'éditons pas une base de données pour savoir si une personne, un individu a fait l'objet de sanctions, est une personne politiquement exposée ou a de la réputation négative à son encontre sur la thématique anticorruption. Par contre, nous travaillons avec des partenaires dont c'est la spécialité, dont c'est l'expertise. Et nous travaillons plutôt sur le prérequis qui est au final, pour évaluer s'ils font l'objet d'informations défavorables, il faut disposer du nom en préambule. Et donc, toute l'expertise d'Elisfer est centrée sur identifier les tiers, les dirigeants et surtout les actionnaires, voire les bénéficiaires effectifs de ce tiers pour générer derrière votre analyse d'intégrité. Sachant qu'une analyse d'intégrité, ce n'est pas simplement la raison sociale de l'entreprise, mais justement, le risque d'intégrité peut venir de son bénéficiaire affectif puisque celui-ci serait personne politiquement exposée ou aurait fait l'objet dans un passé lointain ou présent d'allégations ou d'implications dans des faits de corruption. Et donc, parfois, souvent, on va directement à la finalité, mais on oublie ce préambule et ce prérequis nécessaire, c'est comment aujourd'hui je peux identifier les actionnaires, les moyens que j'ai pour le faire. Et donc, on va encore une fois se rapprocher du texte et notamment du point 218 pour vous montrer qu'en loi SAPA 2, nous sommes sur une approche un peu moins normative que d'autres réglementations, puisque en matière de SAPA 2, quand on parle de bénéficiaires effectifs, SAPA 2, les recommandations de l'AFA ne portent que sur l'entreprise, l'identification des noms et prénoms. Donc, vous voyez qu'en dessous, en fait, dans la partie grisée, il y a comment sont matérialisées les obligations en matière d'identification des bénéficiaires effectifs pour des assujettis AML, donc lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Et vous voyez que déjà dans la manière de présenter, là où la loi SAPA 2 vous demande simplement, où les recommandations de l'AFA vous demandent simplement d'identifier les noms, un assujetti AML aura l'obligation d'identifier les noms, mais en plus de vérifier l'identité des noms, de vérifier l'identité de ces noms. Donc il y a un processus supplémentaire. Et on a aujourd'hui cette chance, on va dire, côté SAPA 2, de ne pas avoir forcément à mettre en place ce procédure ou pas ce processus, ou de ne pas avoir à le mettre systématiquement. La deuxième différence, c'est que vous pourrez voir en lisant le code monétaire financier que on vous oblige à passer par un chemin et utiliser certaines sources. Et c'est-à-dire que l'idée, quand on est dans un dispositif AML, c'est forcément d'identifier, d'utiliser en premier lieu le registre des bénéficiaires affectifs. Et en deuxième lieu, dans le cas où il y a des risques qui ont été identifiés, où le cas est sensible, potentiellement de mettre en place des mesures complémentaires. Et c'est là où généralement les clients viennent nous rechercher. Donc ça, c'est un point aussi important qui n'est pas forcément repris en loi SAPA 2, mais qui n'empêche pas de le mettre en place. C'est que on peut avoir une approche par les risques. Ça, elle est consacrée, elle existe au travers du point 207 des recommandations de l'AFA. Et donc cette approche par les risques, elle peut se caractériser par vous décider, car votre contexte de risque n'est pas fort, d'adapter la profondeur d'information. Donc potentiellement, on pourrait amener l'approche par les risques pourrait se manifester en disant je ne vais pas forcément évaluer les actionnaires, je vais uniquement évaluer l'intégrité des bénéficiaires affectifs ou pas parce que le contexte des risques s'y prête. Et une autre manière de matérialiser l'approche par les risques de manière très pragmatique, c'est d'utiliser des sources de données différentes pour une même donnée, c'est-à-dire aller chercher le bénéficiaire affectif dans un contexte peu risqué à un endroit. Et dès lors que le risque d'anticorruption est un peu plus important, aller le chercher dans une source plus conforme ou plus pertinente qui vous apporte un surplus d'informations. Et c'est tout ce use case que l'on va voir par la suite avec Nathalie. Donc, pour rappel, un bénéficiaire effectif, c'est une personne physique, c'est toujours une personne physique, il peut y en avoir plusieurs. Une personne physique qui détient de façon directe ou indirecte plus de 25% du capital ou
par exemple, si le capital est très dilué ou s'il n'y a pas de capital, ça va être le représentant légal. Alors, comment faire pour identifier cette personne? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous connecter sur la source publique qui est désormais, depuis le mois de février, ouverte à tous. Donc, c'est sur dataimpi.fr. Là, vous pouvez consulter en partie, vous avez une partie des informations. Vous avez notamment des bénéficiaires effectifs qui ont été déclarés. Vous avez également accès via ce site à tous les actes et statuts et les bilans. Encore faut-il qu'ils soient publiés par l'entreprise, parce que tout le monde ne publie pas. De même, tout le monde ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs. Je crois qu'en France, il y a simplement 64% des entreprises qui ont déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Néanmoins, ça reste une possibilité, qui est assez chronophage en plus, mais c'est possible. Vous avez aussi la possibilité de vous adresser directement à l'entreprise, donc à votre partenaire. Vous lui demandez qui sont ses bénéficiaires effectifs. Là, pareil, il peut y avoir un délai, c'est pas forcément, la réponse ne viendra pas immédiatement, et puis ça vous demande aussi du temps pour gérer tout ça. Vous pouvez vous-même faire l'analyse en allant chercher donc les bilans, les actes, et en recherchant dans tous ces documents qui sont les bénéficiaires effectifs, ou vous pouvez passer par un prestataire qui fera ce travail pour vous. Donc, en l'occurrence, c'est le travail d'Elisfer de faire ça. Alors, comment est-ce qu'on travaille, nous? Déjà, la base de données Elisfer, le socle, c'est la base Sirène, la base INSEE, donc qui est mise à jour en temps réel. Sur ce socle viennent se plugger donc plein de sources, les BODAC, toutes les sources officielles, tout ça se fait en temps réel. Donc déjà, il y a une chose qui est… Enfin, on sait déjà si l'entreprise est active, parce que c'est pas évident, il y a parfois des restructurations dans les groupes. Vous pouvez très bien traiter avec une entité qui n'est plus active, elle a été absorbée par son actionnaire, peu importe. En tout cas, nous, on travaille sur le Sirène et notre base de données est mise à jour en temps réel. Donc, au sein d'Elisfer, il y a beaucoup de sources automatiques qui sont plus ou moins vérifiées par des personnes, hein, parce qu'il y a toujours des anomalies. Et en revanche, tout ce qui est lien capitalistique, il n'y a pas de source officielle qui nous donne les liens capitalistiques. Éventuellement, on peut trouver cette information dans les annexes 17 et 18 des bilans, mais elle est très peu renseignée et en plus, comme ça relie deux entreprises, il peut y avoir conflit entre les deux informations. Donc nous, chez Elisfer, on a une équipe qui est dédiée, qui décortique tous les actes et statuts, les PV d'assemblée, on fait que ça toute la journée. Donc on arrive à avoir un maillage à la fois, donc on travaille de façon ascendante et descendante. Ça nous permet d'avoir un maillage vraiment du tissu économique français. Donc pour chaque société, on recherche la répartition du capital. Donc pour des entreprises, très simplement, parfois on peut avoir cette information dans les actes et statuts, mais plus l'entreprise est ancienne, plus il y a de mouvement sur le capital et plus c'est compliqué d'aller rechercher tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on fait, on décortique tous les actes. Et à chaque fois, on indique, donc pour chaque entreprise, on a la répartition de 100% du capital, on a l'identité de la personne, son pourcentage exact de détention, le type, est-ce que c'est une personne physique, une personne morale ou un groupe de personnes. Par exemple, sur des entreprises mutuelles comme la Massif, tous les clients sont actionnaires. On ne va pas s'amuser à rentrer tous les clients. On a créé une entité qui est adhérent. Donc là, on sait qu'on n'aura pas une personne physique identifiée, c'est un groupe de personnes. Et donc, à chaque fois, nos données aussi, pour chaque lien, on a la date et la source. On est capable, pour chaque lien, de livrer la preuve de ce qu'on indique. Donc, tout ceci nous permet bien sûr d'identifier des BE, mais aussi d'avoir des organigroupes, de connaître les têtes de groupe, les liens financiers directs, indirects, internationaux, bien entendu pour les entreprises qui sont cotées en bourse, donc c'est très particulier, on les suit de très près. On a aussi leur actionnariat et on a l'indication, les indices boursiers, etc. Alors prenons un peu de recul. Il faut savoir qu'en France, il y a 10 millions d'entreprises environ. Seulement 37% disposent d'un capital social. Et donc pour avoir des actionnaires ou associés, il faut déjà qu'il y ait un capital. Donc pour la grande majorité finalement des entreprises, ce sont des affaires personnelles, des associations, etc. Il n'y a pas de capital, donc le BE sera forcément le représentant légal. Donc si vous avez à identifier des BE sur ce type d'entreprise,
c'est pas la peine d'aller décortiquer les documents. Enfin, encore faut-il connaître le dirigeant, le représentant légal, mais vous n'aurez pas à reconstituer le capital social. Nous, notre travail, notre focus, c'est vraiment sur les entreprises qui ont un capital et plus particulièrement sur les entreprises commerciales. C'est celles qui font l'actualité, c'est les gros groupes, toutes les entreprises qui font l'actualité. Donc, il peut y avoir aussi des petites, hein, des SARL, des EURL, mais on a donc des très gros groupes. Et notre cible, plus particulièrement, ce seront les groupes dont l'entreprise faîtière est cotée en bourse, les 240 aussi têtes de groupe, donc on a identifié 240 qui ne sont pas cotés en bourse, et pour autant qui ont énormément de liens financiers. Tout ce qui est la sphère Auchan, par exemple, ils ne sont pas introduits en bourse, et pourtant c'est un groupe important. Et on suit aussi de très près les banques, parce que les banques ont énormément de filiales, sous-filiales, et en tout, on a environ à peu près 4 millions de liens financiers dans notre base de données. Alors, comment on procède lorsqu'on est sollicité pour trouver des bénéficiaires effectifs? Donc, on part d'une entreprise cible. François, si tu peux passer la structure. On part d'une entreprise cible, on cherche ses actionnaires. Là, dans l'exemple, cette entreprise appartient à 100% à une autre entreprise. Eh bien, on se met donc sur l'autre entreprise et on recherche également ses actionnaires. Et ainsi, on remonte dans l'arborescence pour trouver à chaque fois l'ultime, c'est-à-dire la personne physique. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit que les personnes physiques identifiées comme bénéficiaires effectifs peuvent être BE par plusieurs chemins différents. Elles peuvent être actionnaires au niveau 3 et aussi au niveau 4. Donc nous, on cumule tous ces chemins. Si ça fait plus de 25%, on identifie l'entreprise comme bénéficiaire effectif. Donc là, c'est un cas hyper simple. C'est facile à identifier, n'importe qui pourrait l'identifier, mais on peut avoir des cas hyper complexes où là, on a vraiment un râteau au premier niveau, on doit remonter ensuite sur chaque arborescence. Et en plus de ça, il faut savoir que les parts sociales, dans la grande majorité des cas, les personnes qui détiennent des parts sociales détiennent l'intégralité. Mais on peut avoir aussi des process de démembrement, c'est-à-dire qu'une personne détient l'usufruit et une autre détient la nue propriété. Également, on peut avoir des cas d'indivision. Par exemple, plusieurs personnes détiennent ensemble une partie de l'entreprise. On a aussi des personnes qui sont minoritaires, mais qui sont majoritaires dans les droits de vote. Eh bien, tous ces cas, nous, on les décortique et à chaque fois, on vous livre le bénéficiaire effectif qui nous semble le plus pertinent selon notre méthode. Et ce que j'ai vu encore hier, par exemple, donc, quand on identifie un BE, on va toujours aussi vérifier si c'est bien le BE qui a été déclaré par l'entreprise. Et hier, par exemple, j'étais tombée sur un groupe, donc c'est Cora, Match, Truffaut, etc. La tête de groupe se trouve en Belgique et elle est contrôlée par une famille, donc la famille Bourriez. Eh bien, nous, quelle que soit l'entreprise du groupe, donc qui appartient à 100% à ce groupe, on va dire, nous, on va toujours livrer comme bénéficiaires effectifs les membres de cette famille bourriaise. Eh bien, je vois que dans les déclarations, parfois, il y a des entreprises qui déclarent le représentant légal, d'autres déclarent des membres de la famille bourriaise. On se rend compte qu'il n'y a pas, même au sein d'un même groupe, il n'y a pas égalité dans la déclaration. En revanche, nous, on a toujours la même méthode. Et bien sûr, on livre l'information du représentant légal, puisque ça, c'est une information monitorée qu'on a de toute façon, mais en plus, on va aller rechercher, on va aller gratter un peu pour voir qui est vraiment derrière ces entreprises, enfin au-dessus de ces entreprises plus précisément. Donc là, on vous a mis un cas d'arborescence hyper complexe où même dans un organigramme, c'est un peu illisible, mais on va être capable d'aller détecter le bénéficiaire effectif de cette entreprise. Alors, un petit sondage pour savoir si vous-même, quelles sont les sources que vous utilisez pour trouver les bénéficiaires effectifs. Sachant que nous, ce qu'on préconise dans les cas hyper simples, par exemple une affaire personnelle qui n'a pas de capital, vous pouvez aller consulter directement. Pour des cas beaucoup plus complexes, dans des groupes, il vaut mieux faire appel à un prestataire externe. Donc nous, on privilégie toujours le multisource et on était intéressé de savoir comment vous travaillez aujourd'hui. Donc il y a un lien qui est apparu dans le chat, donc n'hésitez pas, même
Même principe à le consulter et à répondre du coup à ce sondage. Pour l'instant, nous avons 10 réponses. Et on est sur du 50-50. D'accord. On y reviendra peut-être, puisque ce qu'on peut faire, c'est du coup aller rapidement sur une démonstration de comment aujourd'hui ça peut se matérialiser, du coup, cette approche. Et pour toucher du doigt une autre plus-value que peut vous apporter un prestataire externe, c'est de vous donner, de vous mettre à disposition une plateforme qui va permettre justement d'utiliser ces trois sources, de manière déjà d'utiliser ces trois sources, et également de potentiellement vous aider dans laquelle mobiliser au quel moment. Ça, c'est aussi une approche qu'on peut avoir dans la plateforme. Et donc, je vais vous faire une démonstration d'un outil qui est l'outil Delisphere qui vous permet justement de traiter et de gérer tout ce processus d'évaluation d'intégrité de bout en bout depuis la plateforme. Donc, voici. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, mais l'idée, c'est dans un processus d'entrée en relation, d'utiliser le moteur de recherche pour trouver l'entreprise et donc par la même occasion prouver qu'elle existe, puisque vous voyez, vous avez l'information comme quoi justement cette entreprise existe puisqu'elle est présente dans la base de données Delisphere. Juste pour la démo, c'est une entreprise spécimen qu'on a créée. Oui, c'est une fausse entreprise. Pas vraiment en fait. C'est une fausse entreprise, mais du coup, vous voyez que on a des informations sur l'identité et que on va pouvoir commencer à travailler, même sans demander les bénéficiaires affectifs dont disposerait Elisphère, parce que on va dire qu'on est dans le cas où le risque est peu sensible. Et au final, je vais utiliser la plateforme plutôt pour y renseigner le nom que je pourrais. Donc, vous voyez, vous avez une fonctionnalité pour déclarer un bénéficiaire affectif. Donc là, je saisis le nom que je veux. Et donc, on pourrait ici y saisir, puisque vous avez. Alors, je suis allé juste avant sur le site datainp.fr et il était un peu, il ne fonctionnait pas. Peut-être qu'il est revenu. C'est les aléas du direct. Mais là, vous voyez que, imaginons que j'ai l'information comme quoi, selon datainp.fr, le bénéficiaire affectif serait Monsieur Martin. Monsieur Martin Jean, par exemple, je vais pouvoir le consigner. Je peux y associer des preuves. Et donc, j'ai mon bénéficiaire affectif qui apparaît, qui est en source interne, à savoir que nous mettrons bientôt en production un lien qui fera que cette opération d'aller sur le site DataINPI ne sera plus nécessaire, puisque nous sommes en train de déployer l'API INPI dans cette plateforme, et donc le nom apparaîtra de facto. Donc en fait, dès que vous créerez un dossier dans la plateforme, le nom du bénéficiaire affectif déclaré auprès des greffes et accessible publiquement, vous aurez l'information sans avoir recours à aucune autre manipulation pour vous faire gagner du temps. Du coup, la deuxième possibilité, comme je vous le disais, c'est d'utiliser une autre fonctionnalité. Donc, on a ici la possibilité, parce que nous sommes dans un cas où le bénéficiaire affectif n'est pas disponible parce que ce serait une entreprise étrangère. Les données publiquement accessibles aujourd'hui, c'est sur les sociétés françaises, mais si vous traitez un client étranger, vous serez face à une situation où vous n'avez pas forcément l'information via cette source. Et donc là, on peut la reproduire. On peut reproduire l'aspect déclaratif via un questionnaire. Et donc là, je peux par exemple Et enfin, comme le mentionnait Nathalie, la troisième possibilité, c'est de demander à Elisphère de se positionner et donc soit en automatique, donc de faire appel aux données disponibles en base de données, soit de demander une analyse ad hoc, une enquête qui sera du coup restituée en différé aux équipes et qui travailleront pour renseigner, puisque aucune base aujourd'hui ne peut se targuer d'être exhaustive à 100% en matière d'identification de bénéficiaires affectifs.
pas en France et encore moins à l'international. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces deux modalités pour traiter 100% de vos clients ou de vos tiers auxquels vous seriez amené, avec lesquels vous seriez amené à travailler. Donc là, je vais travailler sur l'exemple. Je demande en fonction des informations. Et donc, le résultat va être quasi immédiat. Et vous voyez que sur cette entreprise fictive, on a identifié qu'il y a un bénéficiaire effectif qui est Madame Emmanuela Macroni. On vous stipule qu'en effet, c'est par la modalité capital puisqu'elle détient de manière directe ou indirecte 30% du capital. Et si vous voulez comprendre les chemins par lesquels cette personne détient du capital, vous voyez que ici, on vous stipule à la fois les chemins, on vous explique les différents chemins par lesquels cette personne détient du capital dans votre cible, et aussi on y adjoint les fameuses preuves, les documents dans lesquels nous avons identifié l'information. Tout ça dans un souci de transparence et d'auditabilité de la donnée. Et enfin, on vous présente également les actionnaires. Donc, nous, dans une restitution de bénéfices affectifs, on répond vraiment à tous les enjeux du point 221, puisqu'on vous donne le nom de l'entreprise, ses bénéficiaires affectifs, ses principaux actionnaires et ses dirigeants qui sont également mentionnés plus haut. Et une fois qu'on a fait cette prérequis, eh bien, on peut passer à la dernière étape qui est de screener, de soumettre, de chercher des correspondances avec le nom de l'entreprise, le bénéficiaire affectif qu'Elisser a trouvé, le bénéficiaire affectif que moi-même j'avais trouvé auprès de datainp.fr et d'autres noms, d'autres dirigeants ou d'autres actionnaires de l'entreprise. Et donc, je peux les cribler. Et les cribler, c'est quoi? C'est rechercher si ces personnes-là font l'objet de sanctions, sont présents ou sont qualifiés comme personnes politiquement exposées ou ont un risque réputationnel. Et donc là, j'ai lancé toutes mes analyses et vous allez voir, comme l'exemple fictif est bien fait, que je vais avoir des échos, puisqu'on va me dire que parmi toutes les personnes que j'ai soumises à cette vérification, eh bien, il y a notamment ici un Jean Martin qui apparaît comme PPE, qui est sur la base de données donc, de notre prestataire de liste de sanctions de personnes politiquement exposées, qu'il a de la couverture médiatique, donc il a des articles de presse potentiellement liés à la corruption. Et donc, généralement, l'étape suivante, c'est de regarder et de faire, d'une part, un premier travail de gestion des faux positifs, donc déterminer si le Jean Martin qui est mentionné sur le listing qui a généré une correspondance est bien le Jean Martin avec lesquels vous vous apprêtez à travailler. Et là, ça peut supposer différents. Donc, vous avez bien entendu des données qui sont restituées par le prestataire qui vous aident à comprendre qui est le Jean Martin en question, mais ça peut supposer d'autres éléments d'enquête et d'autres vérifications que vous feriez par vos propres moyens. Et la deuxième étape, quand on fait la remédiation, c'est potentiellement d'y associer un risque et donc de regarder les faits qui lui sont reprochés. Et peut-être des fois, il y aura des faits qui n'ont pas de lien ou d'impact sur votre politique anticorruption et qui ne génèrent pas de risque supplémentaire en matière d'anticorruption pour vous. Et du coup, vous pourrez, même en disant que c'est bien la bonne personne, donc c'est un vrai positif, dire que finalement, ça représente un risque faible, voire nul, pour ce tiers. Et donc, ça va alimenter un système de scoring interne et vous alimenter, vous produire un feu tricolore vert sur ce tiers et donc vous permettre de prendre votre décision. Vous pouvez également, à tout moment, dire que ce sont tous des faux positifs et du coup, éliminer ces noms de l'équation puisqu'en fait, ils n'ont pas de relation avec votre tiers. Et in fine, on produit bien à la fin un indicateur, donc un feu tricolore qui vous dit c'est vert, avec toutes les analyses, avec toutes les études que j'ai menées sur ce tiers, eh bien, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de signaux faibles en matière de corruption qui ressortent en matière d'intégrité du tiers. Ça ne veut pas dire que dans l'aspect relation du tiers, il n'y aurait pas des choses qui pourraient apparaître, mais en tout cas, dans mon analyse d'intégrité que j'ai faite au regard de ma cartographie des risques, il n'y a rien qui est ressorti, donc je peux avancer dans mon processus de décision. Donc, on a un peu débordé. Et donc, ce que je vous propose, c'est de revenir et de traiter les éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas. On a une petite synthèse ici, justement, des différentes sources. Vous voyez qu'on a mentionné. Donc, elles ont toutes l'avantage, au regard de la manière dont est aujourd'hui présentée les recommandations de l'AFA, de vous permettre d'être en conformité quand on vous demande d'identifier le bénéficiaire affectif. Elles ont aussi d'autres avantages qui peuvent être
certaines sont de la source publique, d'autres vous offrent une couverture beaucoup plus large parce que c'est une couverture France internationale, d'autres vont vous permettre de ne pas sursolliciter vos tiers, mais on va dire qu'ici on a fait un travail de synthèse pour justement que vous aboutissiez à dans quel use case telle et telle source est la plus utile en prenant en compte les différents critères d'évaluation de ces données, de ces types de sources. Donc maintenant, le support va vous être envoyé. Donc ce que je vous propose, c'est de répondre aux différentes questions qui ont été quantifiées et notifiées dans le chat. Alors moi j'ai une question pour l'instant, donc n'hésitez pas encore à profiter du chat pour poser directement vos questions. Première question, c'est quoi les expertises nécessaires à l'identification des BE dont dispose Elisphère aujourd'hui? Pardon, l'expertise. Les expertises qu'il y a derrière justement cette recherche de BE. L'expertise, il faut savoir lire les actes, par exemple. Donc, je dirais plus une entreprise est ancienne, plus ça va être compliqué. Ou même, parfois, elle n'est pas ancienne, c'est une start-up et il y a eu, je sais pas, 10 levées de fonds. Et donc là, il faut suivre, on va lire tous les documents, il faut de la patience et un peu de… Il faut être un peu… il faut pouvoir analyser ces documents, les lire, les interpréter, etc. Parce qu'en fait, une entreprise, lorsqu'elle se crée, donc elle publie des statuts constitutifs, là, on a toujours le montant du capital, le nombre de parts et les souscripteurs. Ensuite, cette entreprise, elle vit, elle a besoin de capitaux, donc son capital social bouge, il y a des nouveaux associés qui arrivent, il y a des levées de fonds, et là, forcément, le pourcentage de chacun change, quoi. Il faut suivre ça de près. Et par exemple, dans les startups, on a toujours un fondateur qui crée l'entreprise. Ensuite, ce fondateur devient minoritaire. Et il est bien indiqué dans les actes. OK, parfois, il a une part sur 300 000, mais sa part, c'est la golden share. Elle vaut 51% des droits de vote. Et donc, tout ça, ça demande du temps, en fait, beaucoup de temps. Donc, en termes d'expertise, il faut déjà avoir une connaissance de la définition des bénéficiaires affectifs, puisque des fois, on a déjà vu par le passé que la notion de bénéficiaire affectif pouvait être aussi réduite à la notion de détention capitalistique. On a vu que, au final, les textes vont bien plus loin, en parlant de pouvoir de contrôle, en parlant de droit de vote, voire en dernier ressort en matière de dirigeant statutaire, s'il n'y a pas de risque. D'ailleurs, c'est s'il n'y a pas de risque que vous pouvez déterminer que le dirigeant et le responsable légal est le bénéficiaire affectif. Donc, il y a déjà aussi une méthodologie, une connaissance des textes pour comprendre la définition d'un bénéficiaire affectif et donc une connaissance également des bases de données, des sources de données disponibles pour aller chercher l'information. Et une fois qu'on a cette connaissance de où cette information peut être présente, on arrive sur un processus qui a été expliqué donc juste avant par Nathalie, qui est que l'information n'est pas forcément disponible en structuré et que même si on lançait des moteurs d'ossérisation et autres, elles ne sont pas déclinées systématiquement de la même manière. Et donc, à un moment, l'analyse, l'œil humain est systématiquement nécessaire pour obtenir l'information et réinterpréter l'information, puisque ça fait appel à des mécanismes des textuels que aujourd'hui, même la plus robuste des technologies en intelligence artificielle ne peut pas forcément identifier les informations qui sont noyées dans des actes, dans des bilans, dans des rapports annuels ou dans de la presse. Alors, j'ai une deuxième question. Bonjour, je voulais savoir si l'analyse a été effectuée une première fois. Y a-t-il une actualisation automatisée qu'en changement de BE par la suite? Alors oui, nous avons bien entendu en fait, nous travaillons de deux manières. Nous travaillons de manière proactive, donc nous avons un périmètre d'entreprise que l'on détermine sur lequel on va régulièrement actualiser les données. Et bien entendu, dès lors que l'on a une information comme quoi le bénéficiaire affectif que nous vous avions préalablement fourni a changé, nous vous posterons une information pour vous dire voilà le nouveau nom. La deuxième manière, c'est que des clients peuvent venir nous voir et nous dire j'ai besoin d'une actualisation et je veux la forcer. Je veux une information de première fraîcheur revérifiée au moment de ma demande. Et donc là, les équipes de Nathalie vont travailler pour actualiser cette information. Et donc, c'est un deuxième générateur de nouvelles commandes ou de nouveaux travail sur l'arborescence qui va générer une actualisation potentielle de toute ou partie de l'arborescence.
puisqu'il y a également d'autres moyens. Pour d'autres besoins, des fois, on peut, de manière opportuniste, tomber sur une information de lien financier et l'intégrer dans notre base de données. Et donc, bien entendu, tous les soirs, notre algorithme de définition des bénéficiaires affectifs recalcule tous les bénéficiaires affectifs. Et s'il voit que des informations qui avaient été envoyées préalablement à des clients ont changé, nous vous pousserons l'information. Mais vous avez toujours la deuxième possibilité de forcer la réactualisation de manière périodique ou selon des critères qui vous sont propres et de demander à Elisphère de retravailler et de reprendre le cas à zéro. Je dirais aussi que chez Elisphère, on part quasiment jamais de rien, quoi, en fait. Puisque quand on est sollicité pour des bénéficiaires effectifs, on cherche l'information ascendante, qui sont les actionnaires, mais en permanence, on suit les groupes. Depuis des années et des années, les gros groupes, en fait, on exploite leur bilan et leur bilan consolidé, donc on arrive à connaître tout le périmètre. Donc forcément, comme on attaque, c'est pas on attaque, mais on travaille de façon ascendante et descendante, tout ça permet vraiment d'avoir une information hyper fiable, quoi. Et si, par exemple, dans un groupe, une entreprise est en cessation d'activité, elle est absorbée par son actionnaire, nous, on reçoit des alertes en permanence. Donc, on est toujours sur les entreprises actives. Déjà, c'est pas évident non plus hein, d'avoir cette information si on n'a pas une base de données qui est pluguée sur les sources. Et donc, c'est en fait toutes ces informations combinées qui nous aident à trouver les bénéficiaires effectifs. On va peut-être finir avec une dernière question, enfin une double question. Pour les sanctions, comment cela se passe chez vous? C'est un partenaire qui mène l'enquête s'il risque fort et une demande si on effectue également une analyse du risque financier. Alors, la première question, donc oui, le listing, la présence ou non de liste de sanctions n'est pas faite par Elisphère. Nous travaillons avec des partenaires, des spécialistes en la matière, hein, qui sont parmi les entreprises mondiales les plus reconnues en la matière et donc dont leur métier est d'éditer des bases de données de profils à risque. Donc, leur quotidien est de regarder, de surveiller les listes de sanctions, les articles de presse, donc des sources de presse pour récupérer ces informations et structurer leur base de données. Donc oui, pour répondre à votre question, nous, on fait un appel API, donc on va vérifier à partir du nom qu'on a dans qu'on a potentiellement nous-mêmes porté à votre connaissance, on va faire une passerelle technique qui vous permet de vérifier sans avoir de portail. Donc aujourd'hui, la promesse de valeur, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est de tout réunir ces expertises et ces besoins que vous pouvez avoir au sein de la même plateforme pour que vous n'ayez pas à avoir 3 codes, à aller sur 3 plateformes, à faire des copier-coller. Et l'idée, c'est que justement, on travaille pour que tout soit consolidé et centralisé, agrégé au sein d'une seule et même unique plateforme qui est le point de référence pour vos utilisateurs pour travailler sur ces aspects-là. Donc, j'espère avoir répondu à votre question et on travaille donc du coup avec plusieurs partenaires. Donc, on a aussi de la flexibilité si vous avez des préférences pour tel ou tel prestataire de liste de sanctions. Donc, on a déjà noué des partenaires avec différentes entreprises dans le domaine. Et pour répondre à votre deuxième question sur le risque financier, c'est une autre expertise d'Elisphère. Et donc oui, on est capable d'évaluer la santé financière d'une entreprise. Donc on produit par exemple un score de défaillance, de probabilité de défaillance à 12 mois, mais on est capable de le produire également sur 3 ou à 5 ans. Et donc on est capable de vous analyser selon différents processus, différents produits, la santé financière d'une entreprise. Après, il faut voir dans quel usage vous le souhaitez. Est-ce que c'est pour vérifier que la santé financière de votre tiers est en rapport avec le projet justement que vous êtes en train de mener, si c'est dans le cadre d'une évaluation des tiers Sapin 2, mais on est capable de le faire. Et d'ailleurs, le portail, je ne voulais pas montrer parce que c'était pas l'objet de notre webinaire aujourd'hui, mais on est capable d'afficher un feu tricolore également relatif à la santé financière dans la plateforme et qui serait pris en compte dans l'évaluation produite par la plateforme. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous propose de mettre fin donc à ce webinaire. Vous allez recevoir dans les prochains jours le support déjà qui a été présenté pour que vous puissiez le reconsulter si vous en avez l'occasion, si vous en avez le besoin. Normalement, la restitution, l'enregistrement de ce webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube d'Elisphère. Donc, vous pourrez également revoir, si vous le souhaitez, les éléments et
la présentation. Et bien entendu, tous nos experts et toutes nos équipes restent à votre disposition. Donc, si vous souhaitez avoir une présentation, avoir un moment d'échange un peu plus approfondi sur telle ou telle thématique, nous restons à votre disposition. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Hélisphere pour poser, organiser un rendez-vous, et nous ferons un plaisir de dialoguer avec vous et d'expliciter les points qui auraient pu nécessiter d'autres approfondissements. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous recevrez également un questionnaire, donc n'hésitez pas également à nous solliciter, à nous dire ce qui vous a plu ou moins sur ce webinaire, pourquoi on s'améliore, puisque nous produirons d'autres webinaires dans le futur, et donc c'est toujours intéressant dans une volonté d'évaluation, d'auto-évaluation, de savoir comment nous pouvons progresser et répondre à d'autres de vos thématiques potentielles. Merci à tous, Merci. très bonne fin de journée.